Bienvenue sur Franc Parler, votre émission sur la chaîne Reprenons le contrôle, l'émission où les invités n'ont pas la langue dans leur poche et je pense qu'avec vous, on ne l'aura pas. Je vous présente Charles Gave, bienvenue à vous et merci d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour nous, le plaisir est pour nous. Alors bon, je ne vais pas faire l'historique de votre carrière parce que sinon on n'en a pas pour 40 minutes mais pour 40 heures. Mais Compte tenu de mon grand âge, ça sera long. Oui, Ah oui, mais au-delà de ça, vous avez une vie remplie, on va dire. oui. Bon. On va diviser l'interview en trois phases environ, c'est-à-dire les prémices, Charles Gave aujourd'hui et Charles Gave demain, c'est-à-dire ce que vous voyez pour l'avenir, notamment de la France, puisque c'est surtout d'elle dont on parle. Alors, première question, je sais que c'est une petite marotte que j'ai avec les invités qui sont passés par là, et comme je sais que vous avez un discours sur les élites françaises, c'est particulièrement pertinent. Vous êtes passé par l'IEP de Toulouse, si je ne m'abuse. Et un quasi-doctorat d'économie, oui. Donc toujours à Toulouse d'ailleurs. Et bon, l'Institut d'études politiques fait partie de la voie royale, alors c'est pas celle de Paris, mais bon, fait partie de la voie royale, du cursus honorum de nos élites politiques et administratives. Et je voulais savoir quel regard vous avez sur les grandes écoles françaises d'une manière générale. Écoutez, je crois que dans la société française, il y avait deux systèmes d'enseignement. Le premier qui venait des dominicains, le deuxième qui venait des jésuites. Alors le système dominicain, c'était les universités, qui étaient couronnées à la limite par normal sup tout en haut. Et c'était un enseignement qui était parfaitement libre, c'est-à-dire que chacun devait trouver ce à quoi il était bon. Et ensuite, on le poussait dans cette direction. Et donc, c'était représenté un peu par les dominicains dans leur grande robe blanche, qui disent moi j'ai raison, et puis je discute avec tout le monde, mais enfin j'ai des convictions très fortes, et que je soutiens. Et puis de l'autre côté, vous avez les jésuites qui sont arrivés après la Révolution protestante, et qui avaient comme but d'être le bras armé de l'Église catholique. Et la caractéristique essentielle des jésuites, ce n'était pas du tout le triomphe de l'individu, c'était d'obéir. Perinde ac cadaver, il devait obéir jusqu'à ce qu'il soit mort. Et il faisait un serment de fidélité au pape. Donc, et là, si vous voulez, tous ces gars-là, c'est les gars des écoles. Donc vous aviez, et tous les grands esprits de l'histoire de France, tous les génies qui ont orné l'histoire de France, venaient toujours de l'enseignement dominicain, jamais des écoles, parce que vous ne devenez pas un grand esprit en étant obéissant. Et quand j'ai été la dernière génération d'après mai 68, d'avant mai 68 si j'ose dire, et la mai 68 avec Edgar Faure, ils ont détruit l'université, ce qui a fait monter les écoles de façon ridicule. Parce que les écoles, c'était des gens qui étaient des exécutants, mais qui n'étaient pas des grands esprits. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de France, sans aucun grand intellectuel. C'est la première fois que ça arrive en 10 siècles, allez, 10 siècles d'histoire de France facile. Tous les grands esprits venaient de l'université, jamais des écoles. Et aujourd'hui, on est gouverné par des gars qui savent tourner savent faire tourner des tableaux Excel, mais à part ça, ils n'ont jamais eu une idée de leur vie, quoi. Et donc, on est gouverné par des exécutants. Et alors, il s'est passé un deuxième drame en France, c'est que donc on a détruit la fabrique à grands esprits, si j'ose dire. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est dans un système politique, il y a trois niveaux. Vous avez le niveau du peuple, si vous voulez, qui essaye de se dépatouiller comme il peut, d'élever des enfants, d'avoir une famille, etc. Et puis ensuite, vous avez la classe administrative qui est chargée de faire tourner l'État, qui en France est une machine très compliquée. Et puis tout en haut, vous avez la classe politique qui était dans le but, la noblesse en quelque sorte, c'était d'être foudroyé quand il se trompait. C'est Pétain, si vous voulez. Bon, vous êtes trompé, vous êtes foudroyé, c'est très bien, parfait. Mais depuis Giscard, la classe administrative a pris le contrôle de la classe politique. Et nous n'avons plus de foudroiement possible, puisqu'ils ont monté un système où, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas les virer. C'est-à-dire que vous ayez Juppé ou Fabius, on vous explique qu'il y en a un qui est de gauche, l'autre qui est de droite, mais ils se retrouvent tous les deux au Conseil constitutionnel, ils sont copains comme cochons, ils ont tous les deux un casier judiciaire. Il paraît que pour être au Conseil constitutionnel, il faut avoir un casier judiciaire, comme Roland Dumas, etc. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'aujourd'hui, nous sommes gouvernés par des gars qui sont dans l'administration, qui l'ont toujours été, qui ont choisi ça volontairement,
et donc qui ne savent pas ce que c'est que de prendre un risque. Et donc on est gouverné par des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de ne pas se faire foudroyer. Ils refusent le foudroiement qui est la noblesse de la politique. Et donc on est gouverné par des... Ce que je dis toujours en plaisantant, c'est que si on avait un Parlement où il n'y avait que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs, ça va sans dire. Et comme on a un gouvernement où il n'y a que des fonctionnaires, eh bien on se retrouve avec des gars qui prennent des mesures pour les fonctionnaires et jamais pour les gars qui prennent des risques. Et c'est donc ça dont on crève. On crève d'être géré par des compteurs de haricots, quoi, mais qui n'ont aucune capacité intellectuelle, qui n'ont pas d'idée, qui n'ont pas de... Si ce n'est que l'État continue. Et donc, bon, ben voilà, on se retrouve avec un État qui dévore tout, et on n'a plus aucune liberté, et on est en train de crever, comme l'Union soviétique a crevé, pour les mêmes raisons. Vous faites bien de parler de l'Union soviétique, parce que vous avez quitté la France en 1981. Oui. Parce que vous disiez que vous ne vouliez pas vivre dans un pays où les communistes gouvernaient, oui. Si je ne m'abuse. Oui. D'ailleurs en disant que vous n'aviez pas un rond, donc de toute façon c'était pas pour des raisons fiscales. Non. Et vous êtes revenu en 2015, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait exact. Vous avez quitté une certaine France, vous êtes revenu dans une autre France, et quel constat faisiez-vous? Comment évolue la France pendant les années? Alors il y a deux choses qui se sont produites, si vous voulez. C'est que d'abord la première, qui est plus une impression, mais quand j'ai quitté la France, c'était un pays gai, où il y avait plein de choses qui se passaient, c'était rigolo. Quand on était à Paris, bon, j'arrivais de province, on avait l'impression que vraiment tout était possible, si vous voulez. Et quand je suis revenu en 2015, j'en revenais fréquemment pour des vacances ou des choses comme ça. Quand je suis revenu en 2015, j'ai remarqué un truc très curieux, c'est que la France était devenue un pays triste, qui avait peur. Et c'est ça qui me surprend le plus aujourd'hui, c'est que les gens me disent « Charles, tu as beaucoup de courage ». Je leur dis « Vous rigolez ou quoi ? J'ai 81 ans, j'ai ma carrière derrière moi, qu'est-ce que qui m'arrive ? J'ouvre ma gueule ». Mais le simple fait de dire ce que vous pensez maintenant, les gens sont verts de peur. Donc ce qui me surprend le plus, c'est que les gens aient peur, et je me demande toujours « Mais de quoi ont-ils peur ?» Parce qu'enfin, mon cher père a fait 4 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, il était condamné à mort par Vichy. Ça ne l'a pas empêché de faire 4 enfants, quoi. C'est volé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi vous êtes né à Alep, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis né à Alep, il avait choisi De Gaulle en Syrie. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur, mais ce que je constate, c'est que les gens ont peur. Ça, c'est un truc trop nouveau. Et la peur est mauvaise conseillère, vous savez, c'est que... Donc, ils sont tous là, craintifs, et ils ont peur, et je crois qu'ils ont peur de l'État, ils ont peur d'être coincés, ils ont peur de perdre leur boulot, ils ont des tas de petites peurs, ce qui fait qu'eux-mêmes, on leur a dit, surtout ne prenez pas de risques, parce que ça va mal se transformer. Est-ce que vous avez lu Le Seigneur des Anneaux? Oui. Vous avez lu? Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a le roi des Rohirrim, je ne sais plus comment il s'appelle. Théoden, oui. Hein? Le roi du Rohan, Théoden. Le roi des Rohan, c'est ça. Qui est tombé sous la coupe d'une espèce de gars qui s'appelle Wamser en anglais, là, je l'ai lu en anglais, et qui passe son temps à dire au roi, surtout, sire, économisez-vous, vous êtes fatigué, vous êtes vieux, etc. Donc le type, il devient une espèce de lopette, et il ne veut plus rien faire. Et puis il y a le grand mage qui arrive, qui lui enlève cette malédiction que lui avait mis, et il se fait tuer dans une bataille où il va se battre contre les forces de Sauron, et c'est très bien comme. Et donc, la France en est arrivée à un point qui me laisse pantois, c'est que vous avez... Les gens ont tellement peur qu'ils en oublient de vivre. Et si vous avez peur toute votre vie, vous ne vivez pas. Vous vivez petitement, vous vivez à l'écart, vous avez peur de tout. Et donc, on est devenu un pays qui a peur de tout. Et ça, c'est la première des choses que j'ai remarquées en rentrant. Et la deuxième, qui m'a beaucoup frappé aussi quand je suis arrivé, j'ai été toute ma vie dans les métiers de la finance et de l'économie. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans les années 70 et 80, dans les années 70, c'est ça, et au début des années 80, il y avait beaucoup d'inventions financières qui se passaient à Paris. Par exemple, le marché des futurs sur les taux d'intérêt, le MATIF, qui était un truc qui avait été créé par des matheux français, parce que les Français sont très matheux, et qui avait à voir avec le marché obligataire.
Et donc c'était une invention qui était assez prodigieuse. Et la France avait donc bouillonné dans le domaine de la finance. Et aujourd'hui, toutes les activités intéressantes sont parties à Londres, parce que, ayant vécu 20 ans à Londres, 22 ans, quelque chose qui m'a beaucoup surpris à Londres quand je suis arrivé, c'est que tout ce qui n'était pas interdit était permis. Et en France, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Donc si vous êtes dans des activités nouvelles, par définition, on va vous empêcher de les faire parce que ce n'est pas prévu. Et donc, on est devenu, ce qui est normal d'ailleurs, on est passé d'une société dynamique, gay, où les gens se cassaient la gueule avec beaucoup d'entrain, et ça allait très bien, et à une société où tout le monde a tellement peur que plus personne ne prend le moindre risque, et donc il ne se passe rien. Donc il y a une espèce de lente immobilité qui est en train de gagner toute la France, et l'immobilité, c'est la mort. C'est-à-dire, si vous ne bougez plus, vous êtes mort. Et donc, c'est un pays qui curieusement, qui était un des pays les plus, pour moi, qui était un des pays les plus vivants. Pour moi, l'image du français, c'était un peu Cyrano de Bergerac, si vous voulez, qui était... Et Cyrano de Bergerac, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas où il est, mais il n'y a plus quelqu'un... on était un peuple à la fois profond et léger. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on allait mourir qu'il fallait en faire une pendule, quoi. On était là, on mourait gaiement, si j'ose dire. Parce que, voilà, c'était une question d'honneur. Et aujourd'hui, les gens vivent tristement. Ils ne se rendent même plus compte quand ils meurent, parce qu'on les amène à l'hôpital, et là, ils meurent loin de tout le monde, tout seuls, on leur fait des piqûres, et puis voilà. Et pour moi, c'est l'horreur absolue, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mourir entouré de l'affection des siens. On va mourir dans un endroit où on sera tout seul, et puis ensuite, j'imagine qu'on vous cramera, et puis qu'on prétendra que vous n'êtes pas mort ou que vous n'avez jamais vécu, quoi. Pour moi, c'est extraordinaire, cette espèce d'effondrement de la joie de vivre en France. Et cette joie de vivre, vous l'avez retrouvée, parce que vous êtes parti à Hong Kong. Après 2021-2022, oui. Parce qu'on a créé quelque chose avec mon fils, et on est arrivé à la conclusion, une société de recherche, et on est arrivé à la conclusion que tout allait se passer en Asie. Mais vous n'avez pas craint la rétrocession à la Chine rien du tout, on est arrivé quand tout le monde se barrait. Parce que justement, ils craignaient... c'est pour ça que les Chinois nous aiment beaucoup, puisqu'on a à peu près 1000 clients dans 65 pays, dont un paquet en Asie. On a un bureau à Pékin, on a 7 ou 8 personnes. On a un bureau à Hong Kong, on en a une trentaine. Et puis on en a partout ailleurs, à New York, partout. Et les clients, c'est les plus grandes institutions du monde. C'est BlackRock, c'est la Banque de France, c'est des gens comme ça. Vous parlez de Gafcal. Gafcal, oui. Et donc, comme on s'est dit, tout va partir en Asie, tout va se passer en Asie, il faut partir là-bas, parce que ça ne sert à rien de parler de l'Asie à partir de Londres, quoi. C'était, quand il y avait Mme Thatcher, c'était rigolo, mais quand Mme Thatcher est partie, qu'on s'est retrouvé avec les premiers ministres suivants, les petits hommes gris sont venus et on a recommencé à s'emmerder, quoi. Charles Gave, aujourd'hui, donc après votre carrière, ce qui me frappe souvent dans votre... Vous parlez souvent vous qualifiez de libéral, du libéralisme d'une manière générale. Et ce qui me frappe beaucoup dans votre libéralisme, c'est que vous mettez l'accent sur un point qui est généralement occulté par les gens qui se disent libéraux, parfois qui ne le sont pas vraiment, mais qui le prétendent l'être, c'est que vous mettez l'accent sur les petites gens. Et vous dites, mais en réalité, les petites gens seraient les premiers bénéficiaires d'un véritable libéralisme. Évidemment, puisque ils peuvent... s'ils prennent les bonnes décisions, s'ils ont du courage, s'ils travaillent beaucoup, ils peuvent sortir des petites gens. Vous voyez, quelque chose qui me surprend beaucoup aujourd'hui, c'est quand vous regardez les promotions de l'ENA, de HEC, de Sciences Po, de Polytechnique, etc., d'après des études que j'ai vues, ils sortent de 90 jardins d'enfants à Paris. Oui. Tous. En grande partie, une immense partie. Oui. Donc, ça veut dire que quand j'étais jeune, vous trouviez des gars qui arrivaient de Castres ou de Mazamet, dont personne n'avait jamais entendu parler, du style de Jaurès ou Camus avec M. Germain à Alger, etc. Donc vous aviez quand même toute une série de gars. L'école de la Troisième République, on le veuille ou non, et son but, c'était quand même de chercher ceux qui, parmi le peuple, étaient capables de monter. Comme Peggy, par exemple. Comme Peggy, par exemple. Comme Peggy, par exemple, qui était un exemple parfait, Normal Sup, un petit peu...
Un petit peu comme Jaurès, qui a présenté sa thèse de philosophie, je crois, en latin, donc c'était, alors qu'il était le fils de petit commerçant, je ne sais plus où. Donc vous vous retrouviez avec des gens comme ça, qui assuraient un certain renouvellement des idées, quoi. Tandis que maintenant, la classe dirigeante, elle est devenue complètement endogène, c'est-à-dire qu'ils ont tous été dans les mêmes écoles, ils se parlent, ils n'ont même pas besoin de se parler, ils savent, ils se marient entre eux. Et vous avez un monde qui n'a plus rien à voir avec la France, et qui ne savent pas ce que c'est que la France. C'est-à-dire que quand ils prennent leurs vacances, ils vont à Saint-Tropez ou à l'île de Ré, et ils ne voient jamais un paysan de leur vie, quoi. Donc, ils ne parlent pas aux artisans, ils ne savent pas qui c'est, enfin... Donc, il y a quelque chose de très curieux qui se passe en France. Je crois que c'est pour la première fois depuis très longtemps que la classe dirigeante n'aime pas la France. Finalement, elle n'en a rien à foutre et elle trouve que ce serait quand même mieux si on allait en Europe où il n'y aurait même plus besoin d'élections. Vous voyez ce que je veux dire, pour se maintenir au pouvoir, quoi. Donc leur but, c'est de se maintenir au pouvoir. Et comme c'est pas une aristocratie, c'est-à-dire une aristocratie, c'est une noblesse qui est ouverte, qui accepte des nouvelles, comme en Angleterre pendant des siècles, c'était les meilleurs devenaient ducs et pairs, si j'ose dire. Alors qu'en France, c'est pas le cas, c'est une noblesse, c'est-à-dire qu'elle est fermée. Avant la Révolution française, une des causes de la Révolution française, c'est que la noblesse avait décidé à l'époque, pour être officier, il fallait avoir 16 quartiers de noblesse, c'est-à-dire d'avoir les 4 grands-parents qui soient aristocrates, enfin nobles. Et ça a tué la France, et ça a tué l'armée. Puis ensuite, quand on a eu les armées de Napoléon, on s'est rendu compte qu'avoir des quartiers de noblesse, c'était pas vraiment nécessaire pour aller foutre des pâtés aux autres, quoi. Donc, on a aujourd'hui une classe qui n'aime pas la France, qui est ce que De Gaulle appelait le parti de l'étranger, et qui trahit ce pays avec beaucoup de compétences. Et donc, la seule solution à ce problème, c'est ce que je dis, il y en a deux. Le premier, c'est d'arriver à ce que j'appelle le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que, puisqu'il y a des questions difficiles à traiter, il faut que la décision soit prise par le peuple. Parce qu'une fois que le peuple a pris sa décision, ben, les tribunaux, ils n'ont plus rien à dire. Quand les Suisses ont voté contre la burqa, ben, le lundi matin, le journal de Genève, ou je ne sais plus ce que c'était, a titré « Bon, le souverain a parlé ». Plus personne ne peut rien dire. Les intellectuels ne disent rien. D'ailleurs, les intellectuels, ils ne sont pas tellement respectés en Suisse. C'est tout à fait autre chose. Ils en ont de grands, mais ce n'est pas du tout pareil. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une classe qui gouverne à son profit et contre les intérêts du pays. Et qui a monté un système politique qui fait qu'on ne peut pas les virer. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est bien sûr, c'est comme dans la plupart des grandes démocraties, c'est rendre les fonctionnaires inéligibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter, mais ils ne retournent jamais dans la fonction publique après. Donc on sait très bien ce qu'il faut faire, mais jamais ils ne le feront. Je vais faire le faux naïf, puisqu'en fait je sais ce que vous en pensez, mais je vais vous interroger quand même. On pourrait être étonné de votre rapport à l'Union européenne, parce qu'on pourrait se dire, bon, Charles Gave s'oppose aux barrières, aux échanges, bon. Et on pourrait se dire qu'avec un grand marché comme le marché de l'Union européen, libre circulation des capitaux, des marchandises, des personnes, vous seriez favorable à ce genre de mesures. Mais en réalité, vous êtes extrêmement hostile à l'Union européenne. Je suis extrêmement hostile à l'Union européenne parce que vous avez deux conceptions de l'Europe. Pourquoi l'Europe a dominé le monde, hein? C'est une grande question. Ben, vous avez deux conceptions de l'Europe qui naviguent en Europe côte à côte depuis 12 siècles. C'est la conception de l'Europe puissance, c'est-à-dire c'est Charlemagne, c'est Charles Quint, c'est Louis XIV, c'est Napoléon, c'est Hitler, où on essaye de recréer l'Empire romain, une Europe puissance. Et chaque fois que ça a été essayé dans l'histoire, ça s'est terminé dans le sang et dans les larmes, hein. Et puis vous avez l'Europe chrétienne de 1250, le sommet de la chrétienté en Europe, qui a une Europe des libertés. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Le roi de France est empereur dans son royaume, disait-on autrefois. Personne n'a rien de le droit de lui dire, surtout pas le pape ni l'empereur. Et à ce moment-là, chaque pays en Europe essayait des solutions. Donc vous aviez des trucs très bizarres, la Ligue hanséatique, qui était une grande puissance. On ne savait pas très bien ce que c'était les ports qui s'étaient unis, c'était une espèce de puissance. Mais vous aviez le Saint-Empire romain germanique, qui était ni saint, ni romain, ni germanique, puisqu'il était plutôt en Sicile, mais enfin...
Voilà, c'était. Et puis vous aviez le début des villes-États avec Venise, Florence, Bruges, c'était bien. Et puis vous aviez comme ça des expériences qui étaient faites partout. Puis ensuite, chacun essayait de prendre chez l'autre ce qui avait marché. Et puis s'il y avait des grosses engueulades entre, on arrivait presque à la guerre ou on y arrivait. Et à ce moment-là, on essayait d'aller faire arbitrer ça en cours de Rome pour essayer de ne pas s'autodétruire, quoi. C'était, Et ça, c'était l'idée, mettons, de l'Europe rhénane, qui a beaucoup plu à toute une série de gens. Mais quand l'Allemagne s'est réunifiée, les hauts fonctionnaires français ont eu une peur bleue que l'Allemagne domine l'Europe, puisqu'elle était bien gérée, en particulier sa monnaie, tous les Français auraient épargné en Deutschmark plutôt qu'en francs français. Ce qui a fini par arriver, d'ailleurs. Ce qui a fini par arriver, mais qui a tué l'Allemagne aussi, d'ailleurs. Maintenant, l'Allemagne est en train de crever de ce truc-là. Et donc, on a décidé de créer une Europe puissante. C'était le rêve de Jean Monnet, qui détestait la démocratie, qui était un agent de la CIA, et qui détestait la démocratie. Donc, eh bien, à partir de lors, on a eu un coup d'État, où d'un seul coup, la Commission européenne a décidé qu'elle se transformait en gouvernement européen, alors que personne ne l'avait jamais élu, que ce n'était pas dans les traités. Et puis ensuite, on nous a collé une monnaie européenne. Maintenant, on va nous coller des marchés obligataires européens qui permettront de faire naître un ministère des Finances européen, donc par l'intermédiaire. Donc on se retrouvera avec tout l'appareil d'un État, mais il n'y a pas de nationalité européenne. L'Europe n'est pas une nation, c'est une civilisation, ce qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, on est parti sur une fausse route, c'est celle de l'Europe puissance, qu'on a déjà essayé 10 fois dans l'histoire de l'Europe, et ça s'est toujours terminé par des guerres et par un appauvrissement généralisé. Donc c'est ce que vous craignez. C'est pas ce que je crains, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas, je ne crains rien du tout, moi. Ni je crains, ni j'ai peur, ni quoi que ce soit. Je dis simplement ce qui se passe. Vous avez cité la CIA justement, et puis vous avez évoqué Guillaume de Mende avec Rex in regnum suo est imperator, donc le roi est empereur en son royaume. Et j'ai l'impression que dans votre, parce que mais la souveraineté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je dis, c'est qu'on est en train d'essayer d'enlever la souveraineté au peuple de France. On lui a enlevé toutes ses souverainetés les unes après les autres. Il lui reste un peu de souveraineté militaire, et encore. Et là maintenant, il va perdre sa souveraineté budgétaire à cause des problèmes de dette. Et j'en arrive à me demander si ces problèmes de dette n'ont pas été créés pour enlever la souveraineté. On y viendra, je vous poserai la question. Parce que c'est la question que je me pose. Donc oui, la France n'est plus un pays souverain. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, au moment de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'était vraiment le genre de truc, vous savez. Mon cher fils dit toujours deux choses. Il y a deux problèmes dans la vie. Il a fait quelque chose de bien quand il a fait volontairement son service militaire comme lieutenant dans les chasseurs alpins. Donc, comme je dis toujours en rigolant, il nous défendait contre l'invasion des Suisses. Mais enfin, ça l'amuse pas. Hein. Ça l'amuse pas, mais moi, ça m'amuse, c'est déjà ça. Et donc, son capitaine lui avait dit un jour, mon lieutenant, il y a deux choses dans la vie, il y a deux sortes de problèmes, les miens et pas les miens. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on prétend que les problèmes de la France ne doivent pas être traités par les Français, qu'ils doivent être traités ailleurs. Et donc, on n'a plus de souveraineté juridique, avec la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour... On n'a plus de souveraineté financière, on n'a plus de souveraineté diplomatique, donc on se retrouve dans la situation de la Hongrie ou de la Pologne quand elles étaient sous la coupe c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une souveraineté limitée. Comme Brejnev. Comme Brejnev, c'était la grande doctrine brejnevienne. Une souveraineté limitée, c'est comme d'être à moitié vierge, quoi. Vous voyez, ou vous êtes vierge ou vous n'y êtes pas, quoi. Vous avez la souveraineté ou vous ne l'avez pas. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, la France est un pays qui n'est plus souverain. Et ça s'est fait avec la complicité active de cette classe dont je parlais tout à l'heure. Ça a été leur but. Ils veulent enlever la souveraineté au peuple français. Il est temps maintenant d'aborder Charles Gave,
le futur de la France avec Charles Gave, et donc le futur de Charles Gave, puisque quand vous êtes mon futur. Mon futur, vous savez, j'ai 81 balais, alors mon futur, il me reste toujours 100% du temps qui me reste à vivre devant moi, mais l'histoire que je préfère, c'était l'histoire d'une vieille dame allemande qui était arrivée, juive, qui était arrivée en 36 ou 37 à New York. Elle avait fui l'Allemagne et on lui avait demandé « Mais pourquoi avez-vous quitté votre pays à 97 ans ?» Et elle avait répondu « Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour moi dans ce pays. » Donc, si vous voulez, le fait que vous ayez 97 ans ou 20 ans, etc., est-ce qu'il y a un avenir pour vous ou pas? Et je ne conçois que dans l'avenir de chacun que dans la liberté. Et là, je voudrais faire une petite digression. C'est que quand Huntington a publié son bouquin sur le choc des civilisations, le choc des civilisations, il a dit qu'il y avait 7 ou 8, je me souviens plus très bien, des grandes civilisations dans le monde, mais qu'il y en avait une qui était complètement différente des autres, c'était la civilisation chrétienne. Parce que quand vous lisez les évangiles, j'ai fait un livre dessus qui s'appelait Un libéral nommé Jésus d'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte de deux choses qui sautent aux yeux, deux ou trois choses qui sautent aux yeux, trois en fait. La première, c'est que c'est un livre extraordinairement dur. C'est-à-dire, c'est un diamant qui coupe, qui fait mal. C'est pas du tout ce qu'on vous raconte. Le Christ ne courait pas dans les champs avec des petites fleurs dans les cheveux et en se prenant pour un hippie. Il était d'une dureté, en fait, extraordinaire. Et le message du Christ était très simple. Il y en avait deux. Le premier, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Il ne connaît pas les peuples, il ne connaît rien de tout ça. Il a un projet pour vous personnellement. Et l'objet de votre vie, c'est de trouver ce projet et d'essayer de le réaliser du mieux que vous pouvez. Et à ce moment-là, vous serez heureux. Si vous faites quelque chose pour lequel vous n'êtes pas fait, même si vous réussissez très bien, vous serez malheureux comme un caillou, quoi. Donc c'est une thèse assez intéressante. On a chacun un projet pour nous. J'y reviendrai. Et le deuxième, c'était que dans les évangiles, ceux qui prennent des risques et qui se sont cassés la gueule, la femme adultère, le fils prodigue, etc., sont toujours pardonnés s'ils reconnaissent leurs erreurs. Vous voyez, on les pardonne. Mais celui qui ne prend pas de risque, le rentier, il va toujours en enfer. Donc la base, ce qui faisait la différence entre notre civilisation et toutes les autres, c'est que toutes les civilisations n'ont qu'un but, c'est la survie de la tribu. Au début, si ça implique de liquider les individus qui dépassent, on s'en fout, on les liquide. Tandis que la civilisation chrétienne avait une différence extraordinaire, c'était le salut individuel. Et que l'individu était supérieur et antérieur à la tribu. Et donc c'est, vous savez, la même chose que le libéralisme, qui dit que la liberté de l'homme n'est pas donnée par le pouvoir politique, mais qu'elle est innée. Vous naissez libre. Et ensuite, c'est à vous de préserver cette liberté. Ce qui est affirmé par toutes les déclarations, d'ailleurs, du XVIIIe siècle. Toute la Constitution américaine, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, vous savez combien de fois on cite la démocratie dans la Constitution américaine, qui n'est pas très longue. Non, elle est très courte. Elle est très courte. Pas une seule fois, il me semble. Oui, pas une seule fois. Il ne cite que la République. Parce que le libéralisme, c'est le vrai problème de tout système politique, de la science politique, et il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un seul, c'est, pour vivre en société, il faut que vous abandonniez une partie de vos libertés à un État à qui vous confierez le monopole de la violence légitime. Une fois que vous avez abandonné ça, comment faites-vous pour que cet État ne vienne pas vous martyriser après? C'est ça le vrai problème du libéralisme. Et ce que Locke a prouvé au XVIIIe, c'est que vous pouviez le faire si les impôts étaient votés par les payeurs d'impôts, ce qui veut dire que, par exemple, il ne peut pas y avoir de déficit budgétaire, parce qu'à ce moment-là, vous empruntez, et c'est les petits-enfants qui voteront, qui paieront, alors qu'ils n'ont pas voté cet impôt, puisque la dette, ce n'est que de l'impôt différé. Donc, le vote de l'impôt, le droit de propriété, l'État ne peut pas vous voler, ce qui interdit toutes les nationalisations, toutes les taxations excessives, etc. L'interdiction du déficit budgétaire, bien entendu. Et la tolérance avec ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est-à-dire que vous discutez et vous n'arrivez à des conclusions que après vous êtes bien acharpé avec les autres, vous n'avez pas essayé de trouver le truc que tout le monde accepte.
Et ces trois piliers du libéralisme ont été mis en place en Angleterre, donc avec l'arrivée de Guillaume d'Orange. Et on s'est retrouvé un siècle après avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que, en aucun cas, le libéralisme n'est une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. C'est comment organiser les rapports entre l'État et le citoyen pour que les citoyens gardent le contrôle de l'État. Et aujourd'hui, le seul pays libéral au monde du point de vue juridique, c'est la Suisse, avec le référendum d'initiative populaire. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Aucun. Ben voilà. Et pourtant, ils n'ont pas d'inflation, le niveau de vie le plus élevé du monde, pas de matières premières, ils n'ont rien, et ils ont le niveau de vie le plus élevé du monde. Ils ont la raclette. Ils ont la raclette. Ils ont la raclette, oui. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est que si vous connaissez pas le nom d'un politicien suisse, c'est peut-être pour ça que la Suisse marche bien, quoi. Tandis que nous, on a des tas de gars que leur maman n'a pas assez aimé, qui ont des problèmes psychologiques, du style de Mélenchon, si vous voulez, qui savent comment est-ce qu'il faut faire. Or, les mécanismes économiques et les mécanismes juridiques sont extraordinairement compliqués, et si vous y intervenez brutalement dedans, vous allez tout détruire, vous allez créer des problèmes monstrueux, quoi. C'est d'ailleurs là où vous vous retrouvez parfaitement avec un homme que vous avez connu, qui est Milton Friedman. Oui, tout à fait, Milton Friedman était très sympa. Il était gai comme un pinceau en plus, il disait des tas de bêtises. Il m'avait posé la question un jour, Charles, quelle est la pire invention jamais faite aux États-Unis? Je ne sais pas si vous la connaissez, mais... Non. Bon, je savais que c'est une connerie, hein. Donc je lui ai dit non, je ne sais pas, mais je savais que c'était une connerie. Il m'a dit, c'est l'invention de l'air conditionné. Alors j'ai dit, l'air conditionné, pourquoi ça? Vraiment, ça, je ne m'y attendais pas. Il m'a dit, parce qu'en va l'air conditionné, les politiciens restaient à Washington simplement 2 mois par an. Maintenant, ils y restent 12 mois. Donc, oui, c'est un peu ça. C'est qu'il faut bien se rendre compte que la plupart de ces hommes, comme le disait Bastien, il y a trop de gens qui veulent s'occuper des autres, qui veulent faire leur bien, etc. Et il y en a trop qui veulent être des conducteurs, des duce, des fourreurs, parce qu'ils savent ce qui est bon pour les autres. Mais moi, personnellement, je pense que je sais très bien ce qui est bon pour moi. Je sais assez bien ce qui est bon pour les gens autour de moi. J'essaye d'aider, mais je ne le fais pas en utilisant la force. Donc, et c'est ça qui a permis ce développement extraordinaire de l'Europe par la compétition, la concurrence et le droit de propriété. Et vous remarquerez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, le but de tous les politiques, ça a été de détruire cet ordre libéral. Vous n'avez jamais un crétin qui écrit dans un journal sans commencer par dire qu'il est contre le libéralisme. Ce qui prouve simplement qu'il est pour la dictature. Si vous n'êtes pas libéral, c'est que vous êtes pour la dictature de ceux qui savent. Or, ils ne savent rien. Le monde est trop compliqué pour qu'ils sachent quelque chose. Donc pour moi, c'est simplement... alors, voilà, pour moi, c'est simplement... Les évangiles, c'est, si vous ne prenez pas de risque, vous allez en enfer. C'est-à-dire que vous allez vous emmerder toute votre vie. Et je reviens à ce que je disais sur les Français. Autrefois, ils prenaient des risques, ils se marraient. Maintenant, ils ont peur de tout. Et donc, ils ne prennent pas de risques. Ils sont devenus des rentiers. Ils ont tellement peur de mourir qu'ils ne vivent plus. Donc en fait, ils sont morts avant de mourir. En fait, ils sont morts avant de mourir. On a fait une civilisation, et c'est une civilisation de la mort, parce que, regardez par exemple, on tue les bébés avant qu'ils soient nés. Maintenant, on va tuer les vieillards, ce qui m'inquiète beaucoup, parce qu'à 81 ans, je commence à avoir des soucis. Vous êtes concerné. De façon, ce qui va m'arriver. Donc, on empêche les gens de vivre. Donc, on a remplacé une civilisation de la vie, qui célébrait la vie, par une civilisation qui célèbre la mort. Et ça veut dire qu'on est foutu si on continue. Admettons qu'on fasse une expérience, on est sur une paillasse de laboratoire et vous êtes le laborantin, et l'expérience c'est la France. Et on vous demande de faire la première chose que vous feriez, si vous aviez cette possibilité. La première chose que je ferais, c'est que je sortirais de l'Europe, je sortirais de l'euro, et je rendrais... Parce que l'euro, ça a permis à cette classe d'emprunter sans en payer immédiatement le prix. Quand Mitterrand est arrivé en 1981 et qu'il a fait connerie sur connerie, comme on pouvait s'y attendre,
En 83, le franc avait sauté, etc. Il a été obligé de faire un... Et donc, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas emprunter, avoir des déficits extérieurs, etc., sans que les marchés ne le sanctionnent. Et donc, on a créé l'euro pour éviter que cette classe ne soit sanctionnée. Et aujourd'hui, ils peuvent faire toutes les conneries du monde, ils sont toujours là. Et voilà. Et on ne réussit pas à s'en débarrasser parce qu'ils ont mis en place un système de scrutin où, on l'a vu lors des dernières élections, les grands ennemis de la liberté peuvent tout à fait se mettre d'accord les uns avec les autres pour empêcher ceux qui devraient être élus d'arriver. Je ne dis pas qu'ils sont bien, mais je dis qu'au moins il serait une différence. Il ne serait pas pareil. Et alors, bon, le contexte s'y prête, donc ce sera mon avant-dernière question, mais je suppose que vous avez des solutions en termes de thérapie de choc, mais quelles solutions voyez-vous aux problèmes budgétaires de la France? Vous faites ce que Milley a fait, ce que Chrétien a fait, ce que Thatcher a fait, ce que Reagan a fait. Vous arrivez au pouvoir et vous dites « je coupe les dépenses budgétaires de tous les ministères de 20%. Et je supprime toutes les hautes autorités, tous les grands conseils, le Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel, tout ça, ça ne sert à rien. Toutes les autorités médicales. Il y a 30 ou 40 ans, la plupart des hôpitaux étaient gérés par des grands mandarins, qui avaient au moins le mérite de la compétence. Le syndicat de CGT local, et puis les grands élus locaux. Et ça marchait très bien. Et aujourd'hui, on a mis des gars qui ont fait des études spécialisées, je ne sais pas quoi, et on a maintenant 35 ou 40% du personnel dans les hôpitaux qui ne voit jamais un malade, mais qui font des rapports, qui envoient au type au-dessus, qui les envoient au type au-dessus, qui les envoient au ministère de la Santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est... comme le dit Raoult, que j'aime bien, il dit « Les sociétés humaines sont toujours organisées selon deux principes, soit les sociétés fondées sur l'obéissance, soit les sociétés fondées sur la compétence. Et les sociétés fondées sur l'obéissance veulent toujours détruire les sociétés fondées sur la compétence parce que les gars les emmerdent. » Et donc, ce qu'il faut, c'est détruire toutes ces fausses sociétés d'obéissance et permettre le développement des sociétés fondées sur la compétence. Et ça, c'est pas difficile. Il faut supprimer toutes les structures horizontales. Dans une société qui fait de l'industrie, par exemple, vous avez souvent un machin qui s'appelle le contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité, c'est le gars qui fait la pièce, le contrôle de la qualité. Il n'a pas besoin d'avoir un gars qui a fait HEC pour voir s'il a... Donc, ils vont mettre des réglementations partout. Et donc, toutes ces structures horizontales qui vous empêchent de faire doivent être supprimées. Il faut aller sur des sociétés verticales où c'est simplement le client qui, en fin de parcours, décide si le produit est de bonne qualité ou de mauvaise qualité, et s'il l'achète ou pas. Et donc si la boîte prospérera ou coulera. Et si la boîte prospérera ou pas. Tandis que là, on est passé d'un capitalisme darwinien, c'est-à-dire que vous mettez votre argent en risque, c'est la noblesse du capitalisme, et si vous vous trompez, vous perdez votre fric, à un capitalisme de connivence, où si vous avez fait les mêmes écoles que celui qui va vous passer des commandes dans l'État, eh bien, ça vous suffira. Prenez un exemple, je suis quasiment le propriétaire, mettons, d'un groupe de presse qui s'appelle Causeur. Vous savez où il y a Elisabeth Lévy, et puis avec ça, il y a Conflit, et puis il y a... Il y a un club de rugby aussi. Il y a un club de rugby aussi. Vous savez, je dis toujours en rigolant que le club de rugby, le rugby, c'est le seul sport évangélique parce qu'il vaut mieux donner que recevoir. C'est une des blagues, mais ça m'a toujours fait rire. Enfin, moi, j'ai un humour un peu spécial, quoi. Et donc, j'ai beaucoup aimé le rugby quand je suis arrivé dans le Sud-Ouest. Ça a été une de mes... En fait, je jouais beaucoup plus au tennis, mais le rugby, ça m'amusait beaucoup plus. Et donc, revenons à l'essentiel, c'est... Il faut empêcher la société d'obéissance de détruire la société de compétence. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez des énarques, mais ils ne savent pas faire une règle de 3. Ils ne comprennent rien en dehors de savoir ce qui se passe dans l'État. Ils n'ont aucune compétence particulière. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'avais été à faire une conférence à Bruxelles, au Parlement européen, hein, c'était sympa. Et bon, quand j'ai fini ma conférence, ils m'ont demandé ce que je voulais faire maintenant. J'aurais dit, tiens, j'aimerais bien voir votre bibliothèque, voir à quoi elle ressemble et tout. Ils m'ont emmené fièrement. Et dans la bibliothèque du Parlement européen, il n'y avait que les règlements européens. Il n'y avait pas Dante, il n'y avait pas Victor Hugo. Des archives, en fait. Il y avait les trucs que eux trouvaient importants.
Si vous voulez, donc, ça ne les intéressait pas du tout, mais la réglementation 34 bis-.24, ça, alors là, ils étaient tous incollables. Donc, ben oui, si vous avez que des petits hommes gris qui vous commandent, qui vous dirigent, ben vous avez une société qui est grise, qui n'a pas de couleur, qui est horrible. Ultime question, justement. La France en 2050, comment vous la voyez? Ben, si vous voulez, alors on va passer par les... 2050 ou 2100, si vous êtes Non, d'abord en 2050, il y a longtemps que je ne serai plus là. Enfin, on ne sait jamais. Vous pourriez battre des records. Je suis né en 43, donc je pourrais avoir 107 ans, mais enfin, ça m'étonnerait. Donc, si j'ose dire, parti comme c'est parti, on va d'abord prendre le côté pessimiste de la chose. Le cas optimiste, c'est l'Argentine. C'est-à-dire qu'on fait tellement de conneries qu'on saute financièrement. Puis il y a un gars qui arrive avec une tronçonneuse et qui commence à tronçonner dans tous les sens et qui fait ce que je vous dis. Et à ce moment-là, déjà, l'Argentine, ils sont passés de 25% d'inflation par mois à 4%. Ils ont retourné d'un déficit budgétaire important à un excédent, d'un déficit extérieur important à un excédent. Il a fermé je ne sais pas combien de ministères, dont le ministère de la Culture, etc. C'est le premier qu'il faut fermer, celui-là, il ne sert vraiment à rien. Depuis qu'on a un ministère de la Culture, on n'a plus un seul grand intellectuel, c'est quand même curieux, ni un seul grand artiste. Il faut le faire quand même. Mais par contre, on a une série de petits hommes gris qui vous disent qui font des thèses et des thèses sur les anciens grands artistes, alors qu'ils n'ont jamais rien compris. Quoi. Pourtant, on a eu Malraux, ministre de la Culture. Ben oui, c'est lui qui l'a créé. Oui, mais à l'origine, c'était un coco. Ah oui. Et c'est Debré qui a créé l'ENA, l'École nationale de la magistrature, la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt, qui a fait tomber la France dans les mains de l'inspection des finances, qui nous amène de désastre en désastre. Quoi. Parce que Giscard était inspecteur des finances, Trichet était inspecteur des finances, Macron était inspecteur des finances. Il n'y a pas eu plus grand traître à la France. Quoi. C'est extraordinaire. Mais, donc, j'essaie de dire, ça, c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est celui auquel beaucoup de gens pensent, c'est le Liban. Je connais bien le Liban, je suis né en Syrie. Et le Liban, si vous voulez, dans les années 73, c'était l'immobilier le plus cher du monde, Beyrouth. Parce que ça marchait le tonnerre de Dieu, ils étaient au confluent de plusieurs civilisations. Et puis il y a eu Septembre Noir, où les Palestiniens en Jordanie se sont révoltés contre le roi Hussein, qui les a fait massacrer par la Légion arabe. Ils sont tous barrés au Liban, et ils ont foutu en l'air le Liban avec Hezbollah et compagnie. Et ils sont alliés à l'Iran, c'était des chiites. Et donc c'est l'Argentine plus une guerre civile. C'est le cas le plus pessimiste, celui-là. C'est pas possible. Et puis, le cas positif, ce serait que les Français comprennent et sortent. Et là, je vais dire quelque chose d'assez, j'imagine, impopulaire. Sortent de leur déchristianisation. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que, c'est ce que dit le cardinal Sarah, que j'aime beaucoup, vous savez, qui est ce noir qui arrive du... Attendez, je ne sais plus quelle colonie anglaise, enfin bref, cardinal Sarah, qui arrivait vraiment de nulle part au fin fond de l'Afrique et qui est devenu un des cardinaux de l'Église, et qui dit, vous savez, le plus grand arbre, si on lui coupe ses racines, il meurt. Bon. Puis il y a des tas de gens qui, depuis très longtemps, depuis grosso modo la Révolution, ont décidé d'extirper le christianisme de l'Europe et de la France. Ils y sont arrivés et on va en crever. Donc il faut que, et là je compte beaucoup à la limite sur les femmes, parce qu'il faut aussi qu'elles arrêtent de ne pas faire d'enfants. C'est un peu le combat comme un Orban en Hongrie. Donc, vous voyez, tout ça, c'est... alors, vous me dites c'est impossible, mais... Je n'ai rien dit. Rien n'est impossible. Mais ce que les gens oublient, c'est que la France, en 1941, était vraiment au fond du trou. Mais vraiment. C'était difficile d'aller plus bas. Et c'est là qu'a commencé le baby-boom. C'est en 1941 qu'a commencé le baby-boom, 42, 43, 44. Les femmes se sont mises à faire plein d'enfants, en quelque sorte, pour sauver le pays.
peu comme les Québécois. Un peu comme les Québécois, mais ce qu'ils font plus maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'ils font plus maintenant? Et donc, ça repassera par une reprise de la natalité chez nous. Mais ça veut pas dire automatiquement une natalité qui serait d'origine blanche. Il peut y avoir, j'ai des tas d'amis, j'en ai eu plein, mon meilleur copain en fac à Toulouse était noir, enfin il était sympa comme tout, c'était mon partenaire de tennis. Et ces gens qui m'arrêtent dans la rue pour me remercier de ce que j'essaye de faire, de leur expliquer comment le monde marche, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 50% du temps, c'est des Noirs ou des Arabes qui viennent me dire merci beaucoup. Il y en a même qui me demandent si je suis musulman, parce que je parle comme un mec normal, quoi, de la famille, de la... Et je me dis, c'est peut-être d'eux que viendra la solution. Je vous donne un autre exemple qui me l'a laissé pantois, c'est qu'apparemment aujourd'hui à Polytechnique, qui est quand même une école difficile, sans doute la plus difficile, 10% des promotions sont marocains. Alors je me suis dit, pourquoi marocains? Et j'ai posé la question à des Marocains qui savaient quelque chose sur le Maroc. Ils m'ont dit, oh, c'est pas difficile, avec l'IOT, vous nous avez laissé Jules Ferry. On n'a jamais rien changé. Il n'y a jamais eu de réforme de l'éducation nationale chez nous. On continue, des coups de pied dans le derrière, des garçons qui déconnent, des coups de règle sur les doigts. Oui. Et du coup, aujourd'hui, d'après tous les Marocains qui suivent exactement le programme de la Troisième République, qui n'ont rien changé. Oui, j'ai eu les mêmes échos que vous de l'éducation marocaine, effectivement. Et les mauvais sont virés et puis on les envoie faire autre chose. Et donc, je me dis, peut-être, il va y avoir des mères qui vont dire à leur fils, écoute, arrête tes conneries, trafic de drogue, c'est pas bien intéressant, tu ferais mieux de... Mais pour ça, il faut qu'on rende l'éducation libre. C'est-à-dire qu'on sorte de l'éducation nationale et qu'on retourne à l'instruction publique. Et les Suédois ont fait un truc très intelligent en 92 quand ils ont fait faillite. Parce qu'ils ont fait faillite en 92, ce dont peu de gens se souviennent. Il y a eu une grande discussion entre tous les Suédois. Ils avaient un gros ministère de l'éducation nationale, très important. Et ils ont dit, est-ce que tout le monde est d'accord pour que tous les enfants aient une très bonne éducation? Tout le monde a dit, oui. Deuxième question, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit payé par des impôts? Tout le monde a dit, oui, tout à fait, c'est normal. Troisième question, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit donné par des fonctionnaires? Et tout le monde a dit, ah bon, pourquoi? Non. Et donc ce qu'ont fait les Suédois, c'est qu'ils ont donné un ticket éducation à chaque famille. 7 familles peuvent créer une école. Le ticket est payé par la municipalité. Si l'école est bonne, l'immobilier autour de l'école monte très bien, ce qui fait que le maire est très content. Vous voyez un type comme Lisnard, il pourrait distribuer des tickets d'éducation de qualité à des gens qui feraient... et le rôle de l'État, maintenant, c'est de vérifier que chaque école enseigne bien le programme. Donc ils sont responsables du programme, mais ils ne sont pas responsables de l'exécution. Donc ce que les Suédois ont fait, pas simplement dans l'éducation, ils l'ont fait dans la santé, ils l'ont fait dans les retraites, ils l'ont fait partout, ils ont transformé l'État de fournisseur à prescripteur. C'est-à-dire que l'État dit au secteur privé, voilà ce que vous devez faire, et ensuite, il vérifie que c'est fait, dans les règles, mais il n'y a plus de gens qui exécutent. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le fonctionnaire du système, ils y ont fait rentrer le marché, mais sans y faire rentrer l'argent. C'est brillant. C'est le chèque éducation que vous évoquez à l'Institut des Libertés, par exemple. Voilà, tout le temps. Et ça marche très bien. Par exemple, aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites, puisqu'il y a des États qui donnent le chèque éducation et d'autres qui ne le donnent pas. Eh bien, on s'est rendu compte maintenant que de là où il y avait le chèque éducation, la différence sociale n'avait plus aucune importance sur les résultats. C'est pas parce que vous aviez des parents pauvres que vous avez... Donc, on se rend bien compte que c'est ce corps de ceux qui obéissent qui veulent empêcher les bons professeurs de créer leur école et d'en faire un instrument de croissance. Regardez, en France, on a l'enseignement libre, qui fait à peu près le tiers des élèves, et il y a un numerus clausus. Ils peuvent pas se déposer, ce qui fait que vous avez 5 ans d'attente si vous voulez mettre vos filles à la tour.
c'est monstrueux. Donc il faut rendre, en quelque sorte, dans la société moderne, rien n'interdit aux gens qui payent des impôts d'avoir un mot à dire sur la façon dont on va dépenser cet argent. Et ça, c'est précieux. C'est-à-dire que, bon d'accord, vous avez 4 enfants, ça vous coûte cher, et ben, on vous donne des tickets d'éducation. Et c'est vous qui le présentez à l'école de votre choix. Et vous pouvez même en créer une si vous voulez. Et du coup, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il y a plein d'hommes qui retournent dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est mal payé, que c'est mal considéré, etc., il n'y a plus que des femmes dans l'éducation. Donc vous faites, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous faites élever des gamins de 18 ans pleins de testostérone, qui ont à manger du foin, par des femmes. Dans toutes les autres civilisations, à 12 ans, les garçons sortaient du gynécée pour aller se faire éduquer par des mecs qui leur mettaient des grandes claques, quoi. Et parce que le garçon, c'est pas pareil. C'est très con, les garçons. Monsieur Charles Gave, merci pour votre venue ici et puis pour vos enseignements. Je vous rappelle à nos auditeurs que vous écrivez, vous écrivez dans votre vie. Vous avez écrit donc précédemment La vérité vous rendra libre. Voilà. Et vous avez une annonce à nous faire aujourd'hui. Oh, c'est pas une annonce. Vous savez, moi, ce que je cherche à faire, c'est aider les gens à redevenir libres, de façon à redevenir joyeux. Oui, c'est pas qu'ils cessent de porter le diable en terre, les pauvres. Donc, j'ai créé aussi avec ma fille l'université de l'épargne, pour que les gens apprennent à gérer leur épargne. Et de façon à démythifier un peu tout ça, je viens de sortir une espèce de petit manuel qui s'appelle, qu'on va vous présenter, qui s'appelle « Cessez de vous faire avoir, occupez-vous de votre épargne ». Et la réalité est assez simple, ça fait 50 pages. C'est comment vous pouvez gérer votre épargne, faire à peu près du 4% à 5% réel avec une volatilité très faible. Et de ce fait, si vous le faites sur le long terme, vous pouvez à ce moment-là arriver à être indépendant au moment où vous arriverez à votre retraite. Et vous n'aurez pas à vous faire du souci pour la retraite qui est payée, qui n'est pas payée, etc. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que, comme le disait Dostoïevski, l'or, c'est de la liberté frappée. C'est-à-dire que quand vous êtes indépendant financièrement, vous avez ce que les Américains appellent le « fuck you money ». C'est-à-dire, vous pouvez dire fuck you au gouvernement, à n'importe qui, à votre patron, s'il essaye de coucher avec vous, j'en sais rien. Et en vous disant, si tu ne couches pas avec moi, tu seras viré. Donc, oui, c'est ce qu'on voit toujours. Donc, la seule politique sociale qui fonctionne, c'est le plein emploi. Parce que comme ça, le plein emploi, ça suppose la disparition de tous ces petits hommes gris. Donc, c'est un petit manuel qui fait 50 pages et qui vous fera faire peut-être une transaction une fois tous les 3 mois. Donc vous ne serez pas bloqué devant l'écran à regarder l'écran devenir vert ou rouge et devenir vert ou rouge vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un machin qui vous permet de gérer tranquillement une épargne sur la durée d'une vie. Et ben, j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. Et dedans, je mets que je ne connais pas de bon manuel. Et d'ailleurs, je mets que si j'en avais connu un, je ne l'aurais pas écrit. Vous seriez épargné tant d'écriture. Je vous serais épargné un été de bosser cet été sous mes platanes à Avignon. Donc voilà, c'est un petit bouquin qui fait 50 pages et qui est remarquablement... l'éditeur a fait un boulot splendide avec des jolis graphiques, des jolies émissions, des jolis... il est très bien. C'est un très joli bouquin qui peut faire un très joli cadeau. Alors, je ne cherche pas à vous le vendre, je cherche à vous rendre libre. Ce sera la conclusion et c'est une très belle parole de conclusion. Merci encore, Monsieur Gave. Et puis, j'appelle tous nos auditeurs à vous écouter puisque vous êtes sur YouTube. Enfin, vous êtes invités régulièrement sur différentes émissions. Vous avez votre propre chaîne d'ailleurs. Et surtout à nous retrouver pour la prochaine émission de Franc-Parler puisque nous allons continuer ce format durant les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci infiniment.